Alors, je tiens tout d'abord à remercier l'ATM. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait, on vous entend, professeur. Je tiens à remercier l'ATM pour l'invitation par rapport à un sujet qui est très important, stratégie de publication et visibilité. C'est un sujet qui est très important, surtout par rapport aux chercheurs juniors. Je me dis que si j'avais eu toutes ces connaissances-là au départ de ma carrière, il y aura certainement des choses qui avaient changé. Et donc, merci ATM pour ce choix de sujet qui est très intéressant, que ce soit pour les junior research, mais aussi pour les senior research. On va voir ça à travers les diapos que je vais présenter. Il y aura beaucoup de notions qui ont été abordées par Rim que je vais peut-être survoler. Et je comprends parfaitement parce qu'on ne peut pas séparer là, la stratégie de publication de la visibilité. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faire vite et de ne pas être très redondant. D'accord? Séné m'a présenté. Merci Séné pour la présentation. Donc, je suis docteur habilité en business computing. J'ai eu tous mes diplômes à l'ISG et ça me ravit de retourner à l'ISG. Je suis maître de conférence à l'ESN, membre du laboratoire LARODEC à l'ISG. J'étais directeur de l'ESN de 2020 à 2024, membre du conseil scientifique depuis 2011 à l'ESN. Je suis également membre du collège Startup Act pour le mandat 2022-2025, donc pour ceux qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, qui aimeraient lancer des startups, qui voudraient avoir une idée sur le label. Je suis là, je donne des conseils bénévolement. Vous serez les bienvenus. Je suis aussi membre du collège scientifique de l'ATA, l'Agence tunisienne d'évaluation et d'accréditation, pour le mandat 2024-2027, et je suis cofondateur de la conférence International Conference on Digital Economy, qui depuis 2016 est publiée dans I3E et Sprint. Donc, il faut savoir que pour parler du sujet de la visibilité, il faut savoir que la valeur scientifique d'un travail, elle est fondamentale pour que le travail ait un impact. C'est très important. D'ailleurs, je n'aimerais pas répertorier ma présentation sur du marketing scientifique. Ce n'est pas du marketing scientifique. Le plus important, c'est qu'il y ait une valeur scientifique du travail, une valeur scientifique du chercheur pour pouvoir par la suite travailler sur la visibilité et pour avoir un impact. Et donc justement, la valeur du travail, elle est parfois pas suffisante pour que l'impact ait lieu. Généralement, l'impact dans le monde scientifique, il est mesuré par le nombre de citations. Vous allez voir, toutes les mesures, elles se basent sur le nombre de citations des travaux. Mais imaginons que vous avez fait un travail qui est très innovatif, très original dans votre domaine, mais ça s'est fait dans une conférence ou dans un journal qui n'est pas du tout visible. Par exemple, dans une conférence qui ne publie pas ses actes. Bien sûr, il n'y aura pas d'impact, et donc d'où l'importance de la visibilité de ce que vous faites, qui avec de la valeur va avoir un impact scientifique qui est très important, et c'est ça l'objectif. Donc, il y a plusieurs aspects qui sont reliés à la visibilité. Donc, je vais parler de 4 aspects. Le premier aspect, c'est qu'est-ce qu'on devrait publier. Donc, what to publish. Le deuxième aspect, c'est où publier, où est-ce qu'on met nos travaux pour les rendre justement visibles. Le troisième aspect, c'est la présence sur le web académique et sur les plateformes académiques et l'engagement du chercheur. Et je finirai par les réseaux sociaux que Rim a déjà abordés, qui sont très importants pour la visibilité des travaux. Alors, on va commencer par what to publish, que devrions-nous publier. Donc, bien sûr, il doit y avoir une valeur scientifique importante du travail. Ça va naturellement rendre le travail visible. Donc, il faut être scientifique, méthodique, il faut obtenir des résultats qui sont publiables, il faut présenter une discussion qui est riche. Dans la rédaction de l'article, il faut être pédagogue, il faut être très explicite, l'article doit être lisible. De préférence, éviter les short papers, favoriser les long papers.
D'ailleurs, il y a une étude qui est faite, il y a plusieurs études qui ont été faites sur la visibilité. Je peux vous partager une étude qui est assez complète tout à l'heure et qui dit que les long papers, ils sont more cited, donc ils sont plus cités avec un pourcentage assez important, de 40%, de 45%. Il y a les titres des publications qui doivent être pertinentes et attractives. Selon cette même étude, on a relevé le fait que les questions elles sont beaucoup plus attractives et qu'elles attirent plus de, c'est-à-dire que les publications avec des titres attractifs qui sont formulés sous forme de questions, elles sont plus citées que les autres. Les résumés doivent être très bien structurés, lisibles, incluant des phrases clés qui décrivent le contenu de l'article. Et puis, il y a les mots-clés. Donc, le choix des mots-clés il est très important. Il faut mettre des mots-clés que l'on recherche sur Internet. Il ne faut pas, par exemple, mettre des acronymes de vos méthodes. Ça n'a aucun sens par rapport à ceux qui recherchent, qui font la revue de la littérature. Et pour ça, les sociétés savantes telles que Springer, Elsevier, Wiley ou IEEE, ils ont effectué des petits guides de choix de mots-clés. Je vous ai mis les liens. La présentation elle sera partagée tout à l'heure et donc vous pouvez cliquer sur les liens, vous allez voir ces guides et ces recommandations pour le choix des mots-clés. Alors pourquoi le choix du titre, des mots-clés et de l'abstract, il est très important. D'abord parce que les moteurs de recherche, ils indexent les publications par le titre, les mots-clés et l'abstract. Et puis, quand un chercheur fait une recherche sur Internet sur des articles qui sont reliés au domaine qu'il est en train d'explorer, parfois il aura quelques minutes, voire moins, pour choisir de télécharger l'article ou non. Et généralement, la décision elle se fait selon le titre, les mots-clés et l'abstract. Donc, leur formulation elle est très importante par rapport à la visibilité de vos travaux. Il est conseillé de citer les travaux des autres, il ne faut pas hésiter de le faire. Donc, Rim elle a très bien donné un cas d'utilisation. Donc, Rim, elle surveille les citations. Il y a même des systèmes d'alerte par rapport aux citations. Google Scholar permet de le faire. Et donc, quand vous citez, vous allez être plus visible, vous allez être remarqué. Et ça va ouvrir le champ aux citations, aux collaborations, ainsi de suite. Il faut travailler sur des hot topics, sur des domaines qui sont assez récents. Donc, Rim, elle a parlé de la société Gartner qui présente le Hype Cycle. Ça donne les technologies qui sont émergentes. Donc, le marketing, vous choisissez des personnes qui travaillent, des informaticiens qui travaillent sur justement ces technologies-là et essayer travailler sur des sujets qui sont multidisciplinaires. Ce sont des travaux qui sont très demandés, comme je vous tout à l'heure sur notre diapositive, que c'est des travaux qui sont très, très visibles et beaucoup plus cités que des travaux qui se font sur des domaines un peu isolés. Il faut publier dans la langue courante de la science, qui est l'anglais. Donc, quand vous publiez en anglais, c'est toute la planète qui vous voit. Quand vous publiez en français, il n'y a que la France, le Canada et certains pays africains. Donc, c'est un choix qui est très important. Bon, parfois, c'est vrai, on publie en français pour assister à des conférences, pour faire du networking. Ça, c'est peut-être acceptable, mais publier sur un journal français, alors il faut s'attendre à une visibilité minimale par rapport à votre travail. Il faut bien sûr privilégier les travaux collaboratifs à l'international. Il y a deux grands avantages. C'est le fait qu'on va apprendre de l'expérience des autres. Et puis, on va sûrement bénéficier de leur réseau et de leur visibilité. Donc, c'est une recommandation qui est très importante. Juste en garde en mémoire les contraintes de nos jurys de recrutement. Donc, comme a dit Rim, c'est vrai, les publications à plusieurs auteurs, mais un score complet, les jurys de recrutement, mais on peut faire un équilibre entre les articles qui sont écrits en solo et les articles qui sont
sont effectués dans un contexte de collaboration internationale. C'est fondamental pour le chercheur. Donc, il faut aussi ne pas hésiter, comme je viens de le dire, de collaborer avec des chercheurs d'autres disciplines. Donc, Tachou, l'étude que je vais partager tout à l'heure avec vous, les travaux qui se font sur les travaux qui sont multidisciplinaires, ils sont beaucoup plus cités que les autres travaux. Une autre recommandation qui se base aussi sur une autre étude scientifique, le fait que quand les groupes ils sont différents de par le genre, eh ben, la qualité et la productivité des travaux elle est meilleure. Donc, les travaux ils sont cités, plus cités à raison de 34% quand le groupe de chercheurs il est hétérogène de par le genre que les travaux qui sont effectués par des groupes qui sont du même genre. Ne pas hésiter à publier des travaux de revues de littérature qui sont très citables. Donc, Karim, tout à l'heure, elle a évoqué un travail de revue de littérature qu'elle a effectué avec Madame Safé Kabi. Donc, justement, un des points forts, il y a 2 points forts dans ce travail. Un, c'est que c'est une revue de littérature et 2, c'est que c'est un travail qui a été effectué sur un sujet qui est multidisciplinaire. Alors, bien sûr, dans cette section, on ne va pas ignorer les outils IA. Donc, ce serait bien d'utiliser, de se faire aider par les outils IA, même si le débat sur l'utilisation des outils IA en Tunisie n'a pas vraiment démarré. À l'université de la Manoub, on a commencé à en parler, on a essayé de sortir une charte. Elle est en train de se faire actuellement, mais c'est très important d'en parler. À mon avis, il faudrait définir la portée et les limites d'utilisation des outils IA et aller plutôt vers une approche déclarative que vers une approche de l'interdiction complète. Le chercheur qui va utiliser un outil IA, il devrait le déclarer, il devrait dire où est-ce qu'il est en train de l'utiliser, dans quelle partie, tout en respectant les limites qu'il faut aussi définir. Donc, il y a plein d'outils IA, il y a les outils génératifs comme ChatGPT, comme Copilot de Microsoft, Claude, un excellent outil génératif. Je les ai presque toutes expérimentées. Pour moi, le Claude, il est vraiment très intéressant. Il y a Gemini de Google. Il y a beaucoup d'outils qui aident à la revue de la littérature, qui Elicit.ai, Perplexity, Consensus, Cite, Typeset et Dimensions. Donc, c'est des outils auxquels vous donnez des mots-clés, auxquels vous donnez une description de ce que vous êtes en train de chercher et on vous donne des articles très intéressants qui sont reliés à votre domaine, aux mots-clés que vous avez saisis, au domaine que vous vouliez explorer. Enfin, les Papers Network, donc c'est des outils qui vous donnent la connexion entre les papiers en se basant sur les références de ces papiers-là. Donc, il y a 2 outils, Connected Papers et Research Rabbit. Il y a plein d'outils qui vous permettent ou qui vous aident à la lecture et au résumé des papiers. Donc, Scholarly, Petal, Read Enago et Outread. Il y a plein d'autres outils. Et il y a des outils qui vous aident à la rédaction, tels que Paperpal, Compose, Trinka, DeepL, excellent outil de traduction, et CSpace. Par rapport à l'IA, il y a plusieurs organismes qui ont discuté l'utilisation de l'IA et l'éthique de l'utilisation de l'IA. Il y a Ithaka qui a fait une étude qui est très intéressante et qui présente une panoplie d'outils qui sont très importants. Il y a certains gouvernements qui ont tracé leur politique par rapport à l'IA, à l'enseignement. Et là, je vous mets le lien d'une vidéo de présentation sur l'utilisation des outils IA au Québec. La présentation, elle est très intéressante. Donc, je vous mets le lien à explorer. Il y a sur le YouTube plusieurs chercheurs qui ont fait des présentations et des vidéos sur l'utilisation des outils IA. Donc, on essaie de présenter pas mal d'outils qu'on essaie d'utiliser en respectant l'éthique. Il y a un chercheur qui est très fameux,
qui a beaucoup parlé sur ce sujet-là. Il s'appelle Andy Stapleton. Et donc, vous pouvez le trouver sur YouTube. Je vous ai mis le lien. Et bien sûr, l'utilisation, elle doit respecter l'éthique, doit respecter les régulations qui sont arrêtées par certaines universités ou certaines sociétés savantes. En attendant, qu'en Tunisie, on trace notre propre code éthique et notre propre régulation par rapport à l'utilisation des outils IA. Donc, on passe maintenant à la deuxième section, donc, Where to publish. Donc, où est-ce qu'on devrait publier? C'est une question qui est très importante, fondamentale. Et là, la recommandation, elle est de favoriser les journaux qui ont l'impact factor ou qui sont tout simplement indexés. Il y a 3 bases d'indexation qui sont très fameuses. La première base, c'est le Journal Citation Report de Clarivate Analytics, qui est Thomson Reuters. La deuxième base, c'est Scopus. D'ailleurs, Scopus, il y a un comparateur de journaux. Donc, quand vous allez choisir votre journal, vous pouvez le comparer avec d'autres revues qui sont du même domaine et ça vous donne plein de mesures et plein d'indicateurs sur les revues comparées. Et il y a Simago. Alors, Simago, c'est une base qui utilise Scopus. C'est les indicateurs et les revues qui sont indexées par Scopus, tout en utilisant une mesure d'impact qui leur sont propres. Et ce qui est avantageux, c'est que avec Simago, vous avez un accès qui est gratuit sur la base, sur simagojr.com. Et ce qui est bien, c'est que les commissions de recrutement ils commencent à travailler exclusivement sur cette base-là. Pourquoi? Parce que de un, les bases de Clarivate et de Scopus, elles sont payantes. Donc, pour y accéder, vous pouvez faire des comptes nomades. Compte nomade, c'est quand vous faites un compte à l'institution et que par la suite, vous pouvez l'utiliser même à la maison. Et puis, c'est bien aussi d'utiliser Simago parce que Clarivate Analytics, surtout, c'est une base qui est très sélective. Et franchement, il y a pas mal de journaux qui sont très intéressants et qui ne sont pourtant pas indexés par Clarivate Analytics. Donc là, je vous ai mis les 2 liens qui vous permettent d'explorer les journaux qui sont indexés par Clarivate Analytics. Clarivate Analytics, elle mesure l'impact des journaux par la mesure d'impact factor. Donc, la mesure de l'impact factor, c'est la mesure de Clarivate Analytics et c'est tout simplement la moyenne des citations sur les 2 dernières années. Pour l'année, par exemple, 2023, c'est le nombre de citations des années 2023 et 2022 des articles publiés sur le journal sur le nombre d'articles des mêmes années. Scopus aussi a sa propre mesure d'impact, les SiteScore. C'est la même formule, mais qui se fait sur 4 ans. Et puis, Simago, il a sa propre mesure d'impact qui s'appelle SJR. Mais l'algorithme qui fait le calcul, c'est un algorithme un peu plus complexe parce qu'il considère le prestige et la valeur des journaux et des conférences qui citent les papiers. C'est un algorithme qui se base sur le PageRank. Alors, bien sûr, comme a dit Erin, il faut considérer les quartiles dans ces mesures-là. Et généralement, là où les jurys de recrutement, surtout cette année-là, ils se sont basés sur les quartiles. Donc, il faut voir dans quel quartile se situe le journal qui est ciblé. Donc, il y a le quartile 1, 2, 3 et 4. Et dans les grilles d'évaluation, chaque quartile correspond à un certain score. Bien sûr, pour choisir les journaux, il y a des systèmes de recommandation qui sont très intéressants. Presque chaque société savante, elle présente un recommender system pour qui vous donnez les keywords de votre papier, vous lui donnez l'abstract. Vous pouvez même raffiner par l'impact factor entre un intervalle min-max. Vous pouvez choisir votre journal, qu'il soit open access, en subscription mode ou en mode hybride. C'est très important, on va y revenir. Et vous pouvez même choisir par rapport au first decision time, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va nous donner la première décision après 4 semaines, après 5 semaines. C'est un critère qui est quand même très important.
Donc là, je vous ai mis les liens de plusieurs systèmes de recommandation par rapport à vos papiers. Donc, Springer, Elsevier, Wiley, voilà, IEEE, ce sont des systèmes qui sont assez efficaces et qui vous donnent les journaux qui sont les plus reliés à votre article. Il y a aussi la page, la page d'accueil du journal. Elle inclut des informations qui sont très pertinentes. Donc, d'abord, l'information la plus pertinente, c'est les aims and scope, c'est-à-dire le scope du journal, enfin, la portée du journal. Et c'est un critère qui est très important parce qu'il faut toujours éviter le out of scope, il faut toujours éviter le desk rejection, qui se fait généralement pour un out of scope. Ton article n'est pas intéressant de point de vue le domaine par rapport à notre journal. Donc, vous trouvez aussi l'impact factor. Vous trouvez le publication model. Il y a 3 publication models. Il y a l'open access. Donc, vous payez, lorsque votre article il est accepté, vous payez pour la publication des montants qui sont assez conséquents et l'article il est en open access, donc il est téléchargeable par n'importe quel chercheur. Il y a le subscription model, c'est-à-dire que vous soumettez, vous publiez gratuitement votre article, mais l'accès à l'article il est payant. Enfin, le modèle hybride, c'est-à-dire qu'après l'acceptation, on vous demande si vous voulez choisir le mode Open Access ou le mode Subscription. Et là, il faut faire attention. Alors, si vous faites un choix, il n'est plus réversible. J'ai eu des cas dans mes réseaux, ils ont pas l'Open Access et donc par la suite, ils ont dû payer des montants assez conséquents. Et en plus, c'est un chauffe en bas, jury de recrutement. Alors, surtout en Tunisie, on n'accepte pas trop tout ce qui est Open Access. Donc, from submission to first decision, donc ça, j'en ai déjà parlé, c'est une information qui est très importante par rapport à la soumission. From index and information, où est-ce que le journal indexe ses papiers. From author guides, donc qui sont très importants à lire avant de soumettre. Comme a dit Irim, les special issues, c'est une option qui est très intéressante pour 2 raisons. D'abord parce que la publication elle est rapide dans les special issues des journaux, et puis c'est une session qui est très ciblée par rapport à votre domaine, par rapport à votre papier. C'est-à-dire que dès que vous lisez le target du special issue, vous savez que c'est fait pour vous. Voilà, c'est un out of scope par rapport à votre papier. Par rapport à l'open access, alors comme j'ai dit et comme a dit Rim, il faut faire attention parce que parfois on choisit des journaux sans se soucier du modèle de publication et on se trouve par la suite à faire avec des journaux qui sont fully open access. C'est vrai que les fully open access, ils rendent vos travaux très visibles, mais comme on vient de le dire, certains jurys, enfin pas mal de jurys de recrutement en Tunisie, ils refusent l'open access. Il faut aussi faire attention aux blacklisted journals et aux journaux prédateurs. Donc, il y a certains indicateurs qui nous indiquent sur le fait qu'un journal est prédateur. Par exemple, vous ne trouvez pas sur la page d'accueil beaucoup d'informations sur le journal, beaucoup d'informations sur le scope du journal. Barsha qui envoie des emails de spamming pour publier. Surtout les dates de publication, on les trouve très réduites. Il n'y a pas d'informations sur le peer review. Est-ce que c'est du double blind? Est-ce que du simple blind? Comment se fait le reviewing? Donc, vous trouvez peu d'informations par rapport à des journaux qui sont indexés. Donc, le mieux, c'est de choisir un journal qui soit indexé par Clarivate Analytics, Scopus ou LSI Magazine. Généralement, on ne trouve jamais de journal prédateur qui est indexé par ces bases-là. Pour les conférences, ça serait bien d'utiliser, de choisir des conférences qui sont classées. En informatique, par exemple, nous, on a le classement CORE. Je ne sais pas si en marketing, vous avez des associations qui font la classification des conférences, mais ça serait bien de les utiliser. Au moins, le fait que les conférences aient des actes qui soient publiés sous Springer, Elsevier, IEEE, ACM, n'importe quelle société savante qui rend votre travail visible par rapport aux autres.
Vous pouvez aussi vous référer aux listes qui sont communiquées par les écoles doctorales, par les laboratoires, par les centres de recherche. Bon, le management, la fameuse liste, j'ai oublié le nom, je pense qu'elle n'est plus utilisée, mais on utilise plus le Nashfnech, corrigez-moi si je me trompe, ce n'est pas mon domaine, donc je ne connais pas assez ce type de liste-là, mais c'est des listes qui sont, il faut voir les listes qui sont considérées par les jurys de recrutement et travailler dessus. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut, enfin à mon avis, il faut éviter les journaux et les conférences qui ne publient pas en anglais, donc j'ai déjà expliqué pourquoi. Et puis, il faut essayer d'atteindre les conférences. Pourquoi? Parce que ça améliore la visibilité du chercheur, ça vous permet de faire des collaborations avec la communauté de votre domaine et surtout, ça vous permet de recevoir des feedbacks en direct sur vos travaux pour les rendre plus matures et les publier sous forme d'extension dans des journaux, dans une version longue, dans des journaux qui sont plus visibles. Et donc, ça va favoriser l'impact de votre travail. Alors, par rapport maintenant à la présence du chercheur sur le web, bien sûr, la première recommandation, comme a dit Rim Jallouli, c'est d'utiliser la même variation de nom, de ne pas la changer, et de préférence d'utiliser un nom à deux parties uniquement. Par exemple, mon nom, il m'a toujours sanctionné parce qu'il s'écrit en 4 parties, Mohamed Ouhada, Anis, Oubash et Tobji. Et si j'avais à refaire mon choix, j'aurais écrit, par exemple, Mohamed Anis collé et puis Bash Tobji collé. Et j'ai vu pas mal de chercheurs chinois ou américains le faire. Pourquoi? Parce que sinon, par la suite, le travail, dans mon cas, par exemple, j'ai des travaux qui sont cités Tobji et ensuite on me met MAB. وإلا باش توبجي يوم وإلا أنيس باش توبجي يوم مي le M. Donc c'est très important de mettre un seul first name et un seul last name. Il y a un système qui vous permet justement d'éviter ce problème-là, c'est l'ORCID. Donc c'est un système qui est fondamental, il faut l'utiliser. Ça va assigner un code à votre profil. Ça va éviter le problème des homonymes parce que parfois il y a des chercheurs qui ont le même nom. Un chercheur Mohamed Trabelsi. Donc, Tunis الكل اسمه محمد وعندنا برشا علاقات Trabelsi. Ce qui fait que vous allez trouver beaucoup d'homonymes. Et donc, leur kit vous aide à vous différencier par rapport à d'autres chercheurs qui portent le même nom. Très important par rapport au kit, le fait qu'il soit connecté à beaucoup de bases de données scientifiques. C'est-à-dire, il suffit de remplir votre profil ORCID et vous allez trouver votre profil Scopus ou d'autres profils qui sont alimentés de manière automatique à travers l'API de l'ORCID. Un format plus blanc qui est le nouveau Research ID, c'est la solution Clarivate Analytics. Donc, elle n'est pas très visible, mais c'est une solution qui est très importante puisqu'elle est rattachée à Clarivate Analytics. Il y a le profil Scopus qui est très important. Il y a bien sûr le profil Google Scholar qui est le plus utilisé. C'est très important de l'utiliser, de le suivre. Comme a dit Rim, ça vous permet de suivre vos citations. D'abord, ça vous permet de détecter vos publications, mais de suivre vos citations. Vous pouvez activer la fonction d'alerte. Donc, comme il dit une citation, on peut vous alerter dessus. Et ça, c'est très important par rapport à votre visibilité. Donc, bien sûr, il faut s'assurer que les publications sont correctement assignées à vos profils. Ça va augmenter l'accessibilité et la visibilité de vos travaux. Il ne faut pas les laisser vides, il faut les remplir. Les garder liés le plus que possible, entre autres à travers le système ORCID, les mettre à jour de manière continue et puis les rendre publics. Par exemple, Google Scholar, là, vous devez explicitement le mettre en mode public, sinon il sera en mode privé et vous n'allez pas être accessible et visible par rapport aux autres chercheurs. Donc, comme a dit Rim, il y a le homepage de l'école. Et là, bon, à l'ESN, on a la chance d'avoir des homepages où on peut mettre une biographie, on peut mettre les publications, on peut mettre des abstracts sur le cours qu'on enseigne.
Et donc, il faut pousser les écoles doctorales, les laboratoires, les universités à utiliser ce type de site web, ce type d'application, parce que ça augmente considérablement la visibilité des chercheurs. Donc, Rim Mourad, comme on dit, la première page qui apparaît, c'est la page de l'université. L'idée, bien sûr, derrière tout ça, c'est de pouvoir partager les publications au grand public pour rendre les publications visibles. Et on a même des chercheurs qui utilisent des dépôts publics de publications. Le plus fameux c'est arXiv.org. Ça vous permet de publier les articles, mais il faut juste faire attention par rapport à la régulation de vos journaux par rapport aux publications. Je vais vous donner tout à l'heure un outil qui vous permet de vérifier ces régulations par rapport aux journaux dans lesquels vous avez publié. Il est recommandé de participer aux discussions. Ça augmente bien sûr votre visibilité. Donc, sur les forums, sur les mailing lists, il y a pas mal de mailing lists qui sont utilisés par les chercheurs. En tout cas, nous, en informatique, il y a beaucoup de mailing lists qui sont très intéressants parce qu'on peut partager les conférences, les journaux, les special issues. On peut poser des questions à mailing list et ils sont vus par des milliers de personnes qui partagent votre domaine. Ce serait bien aussi d'envoyer le PDF de votre article aux gens qui sont de votre domaine, aux gens avec qui vous collaborez, mais avec des chercheurs qui sont dans le même domaine. Donc, c'est l'occasion d'en discuter avec vos collaborateurs, avec vos collègues, vos confrères du monde entier, et donc de rendre vos travaux, bien sûr, plus visibles. Être réactif, bien sûr, par rapport aux emails qui vous demandent des informations sur vos articles. Chaque fois où on publie un article, on a l'email qui est publié. Donc, souvent, on reçoit des emails, des questionnements sur les publications. Il ne faut pas les ignorer, il faut leur donner une grande importance. Par rapport aux datasets, ça serait bien de les publier, bien sûr, après avoir publié les articles qui les concernent. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on va utiliser ce dataset-là, et on va vous citer. On va donner de l'impact à votre travail, donc c'est aussi très important. Il faut être très présent dans la communauté à travers la participation aux editorial boards, dans les journaux qui sont très reliés à vos domaines, dans les programmes committee, dans les conférences. Si vous recevez des invitations de reviewing, il ne faut pas toujours les refuser. Donc, il faut s'impliquer dans ce type de travail. D'abord, c'est valorisant pour vous. Ça vous donne de la visibilité par rapport surtout par rapport aux organisateurs de la conférence, par rapport au Program Committee Chair. Et puis, c'est comptabilisé dans les jurys de recrutement et de promotion. Donc, on a tout intérêt à participer au reviewing. On peut aussi participer à l'éditing de livres. Par exemple, Fisprenger, où vous pouvez proposer une thématique sur laquelle vous voulez effectuer un book, un livre qui soit édité. Et puis, vous pouvez ouvrir un appel à participation pour des chercheurs pour participer à travers des chapitres. C'est même payé par Springer et ça vous donne beaucoup de visibilité par rapport au travail que vous allez faire, surtout que généralement, les livres ils présentent de la revue de la littérature par rapport à des hot topics. Donc, c'est très demandé, c'est très cité. Ne pas hésiter à participer comme guest éditeur à des journaux spéciaux, à des sessions spéciales, à des numéros spéciaux, comme un DIRIM, et ne pas hésiter à participer à l'organisation de conférences ou à des sessions. Donc, généralement, il y a pas mal de conférences qui font un appel à participation pour des sessions. C'est des appels qui sont très intéressants, donc vous aurez à organiser une session, c'est vous qui allez prendre en charge les articles qui seront soumis, le reviewing, la vérification. Et donc, ce sera une petite conférence que vous allez organiser dans la conférence. Donc, il y a plein d'outils qui vont vous permettre de mesurer l'impact, votre impact, et particulièrement vos citations. Donc, il y a les Researcher Profiles dont on a parlé, principalement Publon, Scopus et Google Scholar. Donc là, vous allez pouvoir surveiller vos citations
Et comme je l'ai dit, la citation, c'est la mesure basique qui mesure votre impact. Et puis, il y a pas mal aussi de nouvelles applications web, de nouveaux sites web, tels que altmetric.com et Impact Study, qui ont proposé des mesures alternatives comme les mentions, les vues, les downloads, ainsi de suite. Voilà, donc je passe maintenant aux réseaux sociaux, dernier aspect par rapport à la visibilité. Donc, les réseaux sociaux, ils sont très importants. D'abord pour créer un réseau de chercheurs qui vont partager le même domaine d'intérêt, pour faire des interactions avec ces réseaux-là. Et vous pouvez utiliser les réseaux classiques tels que LinkedIn, Facebook, Twitter. Vous pouvez, à chaque fois où vous recevez une acceptation d'un article, faire la promotion de votre propre article. Donc, dans le texte, une manière de faire, comment vous allez valoriser les résultats, comment vous allez valoriser surtout la partie discussion. Donc, des mots-clés, des phrases clés que vous utilisez dans le statut en publiant votre travail. Il y en a même qui font des vidéos et qui publient des photos parce que c'est plus partageable et c'est plus viral, on va dire, sur leur propre publication. Par rapport donc aux réseaux sociaux scientifiques, donc il y a des réseaux sociaux scientifiques qui s'adressent à la recherche scientifique particulièrement. Donc il y a 3 réseaux sociaux scientifiques qui sont fameux. Il y a ResearchGate, le plus fameux. Ça va vous permettre de partager vos publications. Ça va vous permettre de créer des réseaux très ciblés, beaucoup plus ciblés que sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux génériques. Vous pouvez poser des questions, vous allez avoir des réponses sur des thématiques sur lesquelles vous avez des questionnements. Et en plus, on vous affecte, on va dire, une mesure d'influence qui s'appelle Research Interest Score. Ça s'appelait avant ResearchGate Score, maintenant ils l'ont mis à jour. Et ça considère beaucoup de facettes par rapport à votre profil. Et ça vous donne un score qui est très intéressant. Et plus, bien sûr, le score il est élevé, plus vous êtes visible par rapport aux autres chercheurs. Il y a academia.edu. Donc, ça vous permet aussi de partager vos publications, de recevoir des feedbacks sur les publications, de se connecter avec les collègues. Donc, c'est pratiquement les mêmes fonctionnalités, mais ResearchGate est plus fameux, il est plus utilisé. Pourquoi? Parce que dans Academia, il y a une partie qui est payante, alors que sur ResearchGate, c'est un réseau qui est complètement gratuit, donc qui est préféré par l'ensemble des chercheurs scientifiques du monde entier. Il y a Mendeley, qui est originellement un outil de gestion de références, mais ça vous permet de découvrir les listes de publications qui sont définies par d'autres chercheurs. Ça ne veut pas dire que c'est des listes de publications qui sont rédigées par ces chercheurs-là, mais dans ce réseau-là, on vous permet de définir un groupe de publications qui concerne une certaine thématique. C'est comme une revue de l'état de l'art et vous pouvez la partager avec d'autres personnes. Donc, c'est assez intéressant. Donc, c'est un réseau aussi à voir. Donc, par rapport au partage des publications, que ce soit sur les réseaux sociaux scientifiques, ou sur les réseaux sociaux génériques, ou sur vos pages, sur vos homepages de l'école, il faut faire attention par rapport à la politique de partage, par rapport au droit par rapport au copyright de votre publication, qui est défini par le journal dans lequel vous avez publié. Et pour ça, vous avez le site Open Policy Finder. Ça vous permet de vérifier la politique de partage qui est définie par le journal dans lequel vous avez effectué dans lequel vous avez publié votre travail. Voilà, donc je termine. Je vous remercie pour et pour l'invitation et pour ce temps alloué à la présentation. Donc, vous pouvez télécharger la présentation à partir du lien bit.ly, bit.ly/visibres ou scanner le QR code et vous allez avoir le PDF de la présentation. Voilà, merci.